Avec nous dans les chroniques des violences invisibles, maître Régis Bergonzi, avocat et conseiller national. Bonjour Régis. Bonjour Geneviève. Régis, avant de commencer cet entretien, on parlait de toutes ces histoires dont tu es témoin, parce que en fait, un avocat dans ces moments-là, c'est un peu le témoin de ces histoires au départ. Alors, on est témoin de beaucoup de choses, beaucoup de diversité et différents types de situations. C'est vrai que c'est une profession qui ouvre une belle fenêtre sur le monde et sur toute sa diversité dans les comportements humains. Comment ça arrive jusqu'à toi Parce que on sait, hein, ça peut être dans le milieu médical, dans le milieu social, etc. Il y a des témoins, des gens qui se rendent compte. Comment ça arrive jusqu'à l'avocat? Est-ce qu'il y a des femmes qui prennent rendez-vous avec toi en disant voilà, mon mari est violent ou je subis des violences, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la démarche? Pas nécessairement, c'est plutôt est-ce que je dois partir vers un divorce ou pas? Est-ce que je dois me Ah, séparer? Et c'est quand on rentre dans la discussion en disant mais qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi on en est là, que peut émerger des questions de violence. Et donc ce n'est pas nécessairement, et c'est peut-être moins souvent le cas, une personne qui vient te voir en disant je, je, je suis victime de violence. C'est très rarement le cas. C'est ouais, plutôt je veux me séparer et j'aimerais savoir pourquoi. Et après, c'est dans le fil de la discussion qu'apparaissent ouais, des problèmes de violence conjugale. Ou alors il y a des dossiers pénaux et ça, c'est directement un c'est vrai. drame qui s'est produit. Alors les dossiers pénaux, ça peut arriver par la police, par exemple. Alors ça veut dire que tu as une personne qui est soit arrêtée, mise en cause, accusée de viol, ou soit une victime qui vient te voir et qui a besoin d'assistance pour être Ouais. partie civile ou porter plainte ou essayer de faire revivre un dossier qui a été enterré. Et oui, parce que ce dont on se rend compte avec ces dossiers-là, d'abord, c'est que ce sont des dossiers longs. Hein, c'est rare qu'à la première manifestation de violence, qu'elle soit d'ailleurs physique, psychique, économique, c'est rare qu'à la première manifestation, où il y a quelque chose qui se déclenche. Enfin, j'imagine, c'est l'impression qu'on a. Euh, et c'est surtout, et c'est l'impression qu'on a aussi de l'extérieur, est-ce que les victimes ne sont pas un peu démunies de ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'elles ont une idée précise de ce qu'elles peuvent obtenir, faire pour... Alors, tu disais se séparer, mais au moins se libérer de cette emprise-là. Libération et séparation sont assez liés, hein, on peut Ouais. dire. Parce que, alors, tu vas avoir des personnes qui vont réagir de différentes façons. C'est toute la problématique avec toutes ces facettes du comportement de chacun, comment Ouais. réagir face à la situation. Et il y a cette image que j'ai appris au détour d'une des journées de la femme organisée à Monaco, qui était celle de cette grenouille qui est souvent invoquée. La grenouille saute dans de l'eau bouillante, elle saute et elle se sauve. La grenouille est dans de l'eau froide, la température monte et elle meurt. Ouais. Et elle se laisse ébouillanter et elle meurt et elle ne s'en rend pas compte. Et en fait, c'est par petite dose que ce poison se distille dans les veines de la proie, de la victime. Et donc, il va y avoir des étapes qui se font et peut-être, je dirais, une certaine accoutumance à la violence qui peut se faire sur le temps et qui fait que la femme peut se retrouver à se dire que ce qu'elle est en train de vivre quotidiennement est tout à fait normal, alors qu'en réalité, on est complètement dans la normalité. Je me rappelle, je vais te donner cet exemple qui a trait à la libération de la parole de la femme, qui est très important. Je me rappelle d'une dame qui venait accompagnée de différentes copines dans mon bureau et qui me parlait, qui avait du mal à s'exprimer. Elle était de nationalité brésilienne et elle parlait très mal le français, elle n'avait pas fait d'études. Et donc cette dame, un jour, je l'ai un peu secouée dans mon bureau. Je lui ai dit, si vous ne portez pas plainte, ce n'est pas la peine de venir pleurer dans mon bureau parce que personne d'autre ne pourra vous aider, mis à part vous-même. Ouais. Et elle a été un petit peu secouée par cette discussion ferme et elle est sortie de mon bureau bien pensive, en se disant, tiens, c'est quand même étonnant qu'on me vole un peu dans les plumes. Dans la semaine qui a suivi, j'ai bien dit la semaine, c'était à Monaco, hein. Dans la semaine qui a suivi, elle a dénoncé des faits. Son mari lui avait planté une fourchette dans le bras Ah, pendant le déjeuner.
Donc c'était pas un fait secondaire. C'était quelque chose C'était pas une vue de l'esprit. choc que je lui avais fait. C'était pas quelque chose qui remontait à 6 mois, 8 mois, 10 ans, ou je ne sais trop quand. Je parle des jours qui ont suivi cet entretien. Et elle a porté plainte et le mari a été poursuivi et ensuite condamné. Et il y a eu une procédure de Tu l'as divorce. défendu dans cette Oui, procédure? oui, bien sûr. Ouais. Oui. Parce que, en t'écoutant, je me pose la question, je me dis d'abord, est-ce qu'on s'habitue à ça? Parce que tu m'as dit au début de cet entretien, on est témoin de beaucoup de choses, de beaucoup de comportements, de beaucoup de situations. Est-ce qu'on s'habitue? Parce que le regard qu'on porte sur toutes ces choses, cette vigilance qu'on met, c'est aussi la garantie qu'on va être actif. Tu peux prendre le problème dans tous les sens possibles. Il faut que la personne, à un moment donné, libère sa parole pour reprendre. Mais c'est pas juste un jingle, c'est vraiment une réalité. Il faut, dans notre système, dans le monde, notamment policier et judiciaire, il faut que la personne soit capable de parler. Alors on connaît les éléments déclencheurs, la situation complètement excessive qui dérape, les tiers qui sont alertés, les parents. Il faut que les femmes victimes de violences conjugales parlent, qu'elles parlent avec leurs amis, qu'elles parlent avec leurs parents, qu'elles dépassent cette idée d'avoir honte pour en parler. C'est déjà mieux, on se sent moins seul. Mais il faut aussi parler aux services de police, services judiciaires. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que ne pas le faire, c'est vraiment rester muré, cloîtré dans son silence. Donc il faut ce déclencheur, c'est quand même à titre personnel. Alors par exemple, beaucoup de femmes vont se mettre à réagir parce qu'elles sentent que les enfants sont en danger. Et que les enfants commencent à prendre de mauvais plis. Parce que voyant trop de scènes de violence conjugale, ils peuvent devenir comme le père, par exemple, si c'est le père qui est en cause. Et ça peut être un élément déclencheur qui fait qu'une femme pourrait se dire quelque part, pour schématiser, je suis prêt à tout endurer, mais mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils en souffrent. Le parcours, c'est quoi alors? Admettons, une femme vient te voir et elle te dit, voilà, et c'est ça ma situation, je veux faire quelque chose. On commence par quoi? Par la plainte? Je pense que la première étape, il va y avoir une énorme réflexion dans l'esprit de cette personne. Ouais. Il va y avoir une énorme réflexion parce que il y a la question de l'après. Ouais, je pense que tout un chacun, indépendamment des violences conjugales, se poserait des questions sérieuses en se disant, jusque-là, j'ai ma vie, elle fonctionne d'une certaine façon, je peux y trouver du bon aussi, un soutien financier. Souvent économiquement, oui, bien sûr. Économiquement. Matériellement, en tout cas. Je peux avoir un statut, je peux avoir une espèce de reconnaissance sociale, accessoirement à l'économique. L'économique est peut-être plus important, mais cette reconnaissance sociale, ce statut, ou même le goût des habitudes. Il y a des gens, je pense que d'une manière générale, les gens ne sont pas très heureux de changer leurs habitudes. Mais il y a certaines personnes qui haïssent l'idée de changer d'habitude, mais vraiment ne peuvent même pas l'imaginer, quitte à rester avec la pire des personnes, simplement parce que changer leurs habitudes, c'est impossible. Est-ce qu'il y a un cas de violence économique, parce qu'on en parle beaucoup dans ce podcast, dans une discussion, comment tu identifierais des violences économiques? Alors, là, mes réflexions de juriste bené au droit vont commencer à rentrer dans des concepts. Je dirais déjà, qu'est-ce qu'une violence économique? Tu vas avoir des pressions économiques qui vont exister à partir du moment où deux personnes se mettent ensemble et que l'un a plus d'argent que l'autre. Il n'y a pas nécessairement de violence. Il y a un différentiel, il y a deux situations qui ne sont pas les mêmes. C'est une réalité qu'on voit tous les 4 matins autour de nous. Maintenant, là où ça commence à descendre vers le stade de la violence, ça va être si une personne est, disons, complètement tenue par l'argent. Alors, se posera pour une femme violentée la question de savoir si elle est prête à rompre avec son confort de vie, ses habitudes. Se passer de ça. C'est ça. Se passer plus ou moins, de sortir de cette cage dorée qui peut être la sienne. Et est-elle prête à aller voir ailleurs? Sachant que généralement, quelques années sont passées.
sachant que quand on a 45 ans, on n'en a plus 20, et ainsi de suite. Donc, tous les questionnements qui se poseront dans l'esprit de tout un chacun, de se dire, est-ce que je peux me retrouver sur le marché des transferts, si je peux parler un peu de football, mais ou qu'est-ce que va être ma vie? Mais en tout cas, pour revenir aux violences à proprement parler, cette problématique des violences économiques et en tout cas de cette donnée dans l'équation, elle est essentielle. Tu vas avoir plusieurs facettes que je voudrais un peu décliner sans prétendre à l'exhaustivité. Mais tu peux avoir une personne qui, ayant beaucoup d'argent, peut utiliser les procédures pour casser les pieds à l'infini à l'autre, à celle qui ose partir. Et ça va être procédure sur procédure sur procédure, dans le seul but de continuer à maintenir un lien complètement pathologique, mais avec la personne considérée. Lui faire des procès, pour l'asphyxier financièrement. C'est une réalité. Tu peux avoir au niveau économique l'usage, mais ça c'est plutôt propre au divorce, de sa puissance de feu financière pour essayer d'acheter l'affection de ses enfants. C'est une réalité qui existe aussi. C'est une réalité répandue. Elle est indiscutable. Donc, mais ça va être plutôt... Alors après, il peut y avoir des cas complètement à l'extrême, mais alors, j'avais vu passer un cas où il y avait eu des violences conjugales il y a longtemps de cela, et la personne s'était complètement rétractée. Et peut-être que dans l'hypothèse, cette personne s'était fait couvrir d'or par le richissime mari, et s'était complètement rétractée sur toutes les allégations possibles et inimaginables. Tu veux dire les allégations de violences physiques très graves. Donc d'infraction pénale. Complètement. Parce que est-ce que tu peux nous définir la violence économique et la violence physique? Est-ce que ce sont toutes les deux des violences qui relèvent du pénal? Alors non, la violence économique, non. La violence économique, bon, elle est peut-être consacrée en droit civil dans des cas extrêmement particuliers, en matière commerciale et ainsi de suite, mais elle n'est quasiment pas consacrée. La violence économique en matière de droit de la famille est assez peu utilisée. Bien entendu, tu peux avoir des arguments de plume, des arguments de plaidoirie. Tu peux la plaider, c'est ça que j'allais te dire. Tu peux la plaider quand même. Tu peux le plaider pour essayer de montrer la noirceur de la partie d'en face, mais la faute a de moins en moins d'importance dans les divorces. Donc, c'est pas si important que ça. Par contre, pour en revenir au pénal, c'est-à-dire là où il y a crime, il y a violence conjugale, là où il y a des blessures, là il y a des tentatives d'homicide. Il y a des séquestrations. Il y a eu quelques dossiers ici à Monaco aussi, donc séquestration aussi. Donc, tu peux là... Ce volet-là va être apprécié dans le dossier pour se dire est-ce que la puissance de feu économique n'a pas été utilisée pour alimenter quelque chose. Tu veux dire que ça ajoute... Là, la violence économique serait comme un élément supplémentaire du dossier. Ça permet de comprendre la dynamique du couple. Et par exemple, dans les dossiers, je préfère que les experts voient l'une et l'autre des parties, le même expert, et pas chacun voit le sien, pour avoir une vue d'ensemble et comprendre la dynamique aussi de l'un, de l'autre, mais aussi des deux ensemble. Comment le couple a évolué, qu'est-ce qui a fait des équilibres tordus. Qu'est-ce qui a déclenché Tout à l'heure, je te parlais de l'épisode de la fourchette. Il y avait un point qui était assez saillant, dont je me rappelle, ça remonte à il y a longtemps. C'était qu'il y avait une expertise qui avait été ordonnée. Et le monsieur en question avait reconnu qu'il préférait choisir ses compagnes dans des pays pauvres et, si possible, sans culture, pour pouvoir asseoir sa domination. Donc là, clairement, il y avait une volonté de domination. Et il était allé chercher son épouse dans un petit village de pêcheurs dans un coin du Brésil. Et c'était quelque chose d'assez récurrent dans sa manière de voir. En tout cas, il l'avait reconnu devant le psychologue. Et c'est pas un détail.
ça peut te permettre, si tu prends quelqu'un de très fort, Ouais. d'asseoir cette problématique. J'en avais d'ailleurs parlé pour la communauté thaïlandaise. Tu sais que je suis le consul du royaume, consul honoraire Ouais. du royaume de Thaïlande à Monaco. Et j'avais parlé pour un colloque à Marseille sur cette problématique parce que beaucoup de femmes thaïlandaises, par exemple, quittent le pays sans avoir beaucoup de diplômes et des grosses difficultés linguistiques Ouais. et se retrouver dans un autre monde qui est de l'autre côté de la planète. Donc, Complètement. Hein. Parce que là encore, on parle de gens qui sont en pleine possession de leurs moyens physiques, mentaux. Voilà. Il y a aussi, malheureusement, et je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que tu as constaté des cas dans lesquels il y en avait un des deux, enfin plutôt la victime, qui était en situation de handicap? oui. Alors, dans deux cas de figure. Le handicap, bon, a toutes les facettes du monde, que ce soit physique, moteur et aussi mental ou psychique. Psychique, ouais. Et le point commun de toutes ces situations, c'est que la vulnérabilité des personnes va en grandissant, plus le handicap est important. Pour revenir à la dynamique du couple et dans ces extrêmes inacceptables, si tu es toi-même une personne handicapée, un argument cynique que ton compagnon, ton conjoint pourrait utiliser pour t'imposer beaucoup de choses, de te taire ou de rester, notamment, voire plus, ça va être de dire est-ce que tu penses vraiment qu'un juge te donnera la garde des enfants vu les handicaps dont tu souffres? Ouais. C'est tout à fait cynique, c'est tout à fait froid et glacial, mais c'est une réalité. C'est quelque chose qui peut être utilisé pour dire la question de la garde d'enfants se jouera sur le fondement de l'intérêt exclusif des enfants. Ouais. C'est le critère de l'intérêt des enfants. Et si toi, tu as énormément de handicap, par exemple, on pourra te dire, mais est-ce que tu crois vraiment que tu pourras t'occuper d'eux, alors que moi, valide, je pourrais ne pas le faire. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple sur lequel on peut partager ensemble, je ne l'ai pas vécu à Monaco, mais je l'ai vécu dans un pays d'Europe. J'ai été 12 ans au Comité européen de prévention de la torture, et notamment, on n'était pas que dans des prisons, on allait aussi en psychiatrie. Et en psychiatrie, il y a deux leçons qui m'ont été données sur cette thématique. La première, c'est que m'avait dit un psychiatre, à raison, et je l'ai appris à ce moment-là, une personne handicapée mentale peut considérer par exemple qu'il n'y a pas viol dès le moment où j'ai reçu en contrepartie une cigarette ou un chocolat. Ouais. Et la personne ayant... Il y a le truc de la récompense. Ça, c'est... Et là, mais en plus, c'est une récompense complètement négligeable. Non, mais c'est cynique. Mais Et ils vont te dire, la personne victime va dire, non, mais j'ai eu une contrepartie, j'ai eu ma cigarette. Donc ça, c'est une réalité. Et puis une deuxième leçon que j'ai appris, notamment dans ce pays, c'est qu'il y a vraiment une décorrélation entre le physique que tel individu peut avoir, d'une part, versus sa capacité cognitive. Donc il peut y avoir très bien un homme, une femme... Tu veux dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la tête de l'emploi, hein? C'est ça que tu veux dire? C'est clairement ça. Tu peux avoir une personne très belle, magnifique, et ainsi de suite, mais avec un QI extrêmement bas. Et ça pose des problèmes de vulnérabilité à tous les étages. Ouais, parce que la personne elle-même n'est pas trop en capacité de se défendre. Alors, là, tu touches un point qui, comme tu es avocat et que ta mission, hein, c'est de défendre les intérêts de tes clients. Quand tu dis, il y a des gens qui ne sont pas en capacité de se défendre, est-ce que ça t'arrive d'avoir dans ton cabinet des gens qui font appel à toi et qui, en fait, sont désarmés? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi étayer leur dossier. Des femmes surtout, hein, je te parle de femmes, là. Tu as des situations... je pense que c'est une vraie réalité de le dire, ça n'est pas dit suffisamment,
Mais tout le monde n'est pas, de manière égale, Mm. en capacité de se défendre. C'est une réalité. Ouais. Nous, dans nos vieux jours, quand nous serons au terme de notre vie, avec des capacités cognitives éventuellement dégradées, se défendre deviendra infiniment plus compliqué qu'aujourd'hui où nous sommes valides. Mm, mm, Donc ça, c'est une réalité. Deux, alors pour la question des femmes, notamment victimes de violences, la question économique, on y revient. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire face à un procès, une procédure? Mais alors, il y a quand même beaucoup. Si une femme est sans ressources, elle pourra avoir l'assistance judiciaire mm. et elle pourra avoir un avocat. Et franchement, nombre d'avocats sur ces dossiers-là vont se donner à fond et vont être extrêmement sérieux. Ça ne sera pas Tu veux dire que c'est pas parce qu'un avocat et commis est d'office commis qui d'office qu'il va pas bien sûr. travailler. Ouais. Non, non, ça, je n'y crois pas du tout. Mais ça peut être extrêmement utile parce que tu as tout à fait raison de dire que ces affaires sont très longues. Elles sont très dures parce que tu pourras voir une femme voir sa vie privée qui va quand même être étalée vis-à-vis de tiers qui ne la connaissent pas. Il y a un proverbe, un dicton qui dit qu'une femme au moment d'un viol est violée 3 fois, au moment des faits, au moment de l'enquête et au moment du procès. Et donc, c'est évident que tout un chacun n'est pas très heureux de voir étaler sa vie, notamment sa vie sexuelle, Ouais, aux yeux de plus, tous, quoi. plus ce que va dire la partie adverse qui va peut-être Et pire encore. enjoliver et voir déformer, voir dire n'importe quoi sur celle-ci. Et donc, il faut s'accrocher. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Alors, pour revenir au handicap, le handicap, ça, c'est le plus terrible parce que tu as des personnes qui sont en terriblement grosse difficulté pour se défendre. Ouais. Et même si tu leur donnes un avocat, ce qui renforce les choses, même si tu leur donnes un avocat, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi les femmes qui n'ont pas les preuves. Par exemple, je sais pas, je te prends un exemple. Je te dis, moi, j'arrive, enfin, pas moi, une femme arrive dans ton cabinet et elle te dit, mon mari m'a cassé le bras. Mais c'était il y a 3 ans. Donc, mon mari m'a cassé le bras. Mon bras, aujourd'hui, il est plus cassé. Comment je fais pour prouver ça? Est-ce que toi, juste sur la foi d'une parole, tu peux envisager quelque chose? C'est ça, quand je dis, est-ce qu'on est toujours en mesure d'étayer ses propos? Il va y avoir déjà un faisceau d'indices qui va se faire dans ces dossiers. Dans la justice, il y a un dicton qui dit que ce qui ne se prouve pas n'existe pas. Eh oui. Premier point. Deuxièmement, en matière de violence conjugale, ce qui se passe dans une chambre, entre 4 murs, n'est pas filmé, se produit sans témoin, n'est pas fait en présence d'un huissier, bien évidemment. Donc, il y a toujours une difficulté probatoire. Maintenant, essayons d'avancer. Les policiers sont formés à travailler sur ce genre de dossier et vont avoir une mission extrêmement importante de déceler les vrais dossiers de violence conjugale ou de viol, par exemple, versus les dossiers qui sont des allégations mensongères. Et ça existe malheureusement aussi. Donc là se posent des questions de preuves. Pour te citer des exemples de preuves qui te permettent quand même de voir si le dossier est sérieux ou pas, tu peux avoir la réaction de la victime. Est-elle totalement choquée ou pas? En a-t-elle parlé à son entourage ou pas du tout? C'est sûr, comme j'ai pu le voir récemment, que s'il y a des SMS qui sont échangés le lendemain en disant on a vraiment passé une soirée, c'était fantastique, alors qu'il y a une allégation de viol la veille, il y a une contradiction. Il va y avoir, si les événements de violence ont été particulièrement intenses, tu peux avoir des gouttelettes de sang. Tu peux avoir des traces qui vont rester, et même si elles sont effacées, on arrive à les faire ressortir avec une certaine lumière au moment de l'enquête. Par rapport à l'exemple que tu m'as donné, le bras cassé, et ça remonte à il y a 14 ans, par exemple. Un bras cassé, par exemple, s'il y a une fracture, j'allais te dire, pour l'avocat, c'est bien. Ouais. Pour le plaignant, c'est bien. C'est malheureux ce que je suis en train de te dire. Je préfère que oui, on préfère toujours que les gens soient en bonne santé, bien sûr. Mais la fracture, elle laisse des traces parce que ça va créer un cal osseux
au lieu de la fracture. Et le cal osseux, tu peux aller le rechercher très longtemps Très longtemps après. après, ouais. Ouais. Mais il y a eu Une des radio et progrès. voilà, c'est sous les yeux de tout le monde, ouais. Tu as eu des progrès en matière de preuves, notamment avec assez récemment, depuis quelques années, il y a eu des certificats de trauma psychologique Ouais. qui ont pu être établis pour dire, moi, psychiatre, je chiffre à plus de 8 jours la conséquence de ce trauma. D'accord. Et ça matérialise un petit peu plus le dossier. Ouais. Tu veux dire que toi, ça te fait des choses dans le dossier que tu constitues. Parce que quand il y a eu des violences gynécologiques, par exemple, viol, si ça n'a pas été constaté, alors on regarde tous des séries policières, etc., sur les violences gynécologiques, enfin le viol, et on est marqué par ce truc qui dit si vous ne faites pas le kit de viol, on ne pourra plus prouver, etc. Est-ce que ça, c'est aussi possible, avec du recul, de dire ok, on n'a pas fait de kit de viol, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose quand même. S'il y a une allégation de viol, il y aura très certainement un passage Chez le gynéco. le gynéco, notamment, ou le médecin légiste, selon les traces, parce que la position des marques peut enseigner énormément de choses. Est-ce qu'un coup est un coup porté et létal ou pas? C'est pas un détail. La position des mains. S'il y a des traces d'étranglement, tu peux savoir où était positionné l'étrangleur. Était-il dans son dos? Était-il devant? Était-il à Calichou-Fourchon? Lui a-t-il tenu le bras? Lequel? Comment? Ça, c'est possible. Ah Même, oui. même sans kit de viol, c'est ça que je veux dire. Parce que les gens vivent dans cette image fantasme du kit de viol. Non. Même sans ça, non, on peut faire quelque chose. Tu peux faire des belles choses. Il faut des photographies. Il faut... le gynécologue intervient plus sur s'il y a eu un déchirement, par exemple. Ce qui est quand même une trace tout à fait manifeste, surtout s'il s'agit d'un tiers par rapport à l'auteur. C'est ça. Et quand on lui dit pourquoi on en arrive là, ça vient d'où, et le médical est fondamental. Fondamental, parce que ça permet, je me rappelle dans un cas extrêmement violent qui a eu lieu ici, l'agresseur qui a été condamné pour tentative d'homicide avait allégué avec beaucoup de colère que sa compagne lui était infidèle. Et puis quand on est allé plus en avant dans l'enquête, on s'est rendu compte que c'était lui qui était infidèle de partout. Bon, ça c'est un autre sujet, mais que notamment les problèmes qu'elle pouvait avoir dans son intimité n'avaient strictement rien à voir avec une liaison avec un tiers. Tout ça donne du crédit à une thèse ou une autre et permet d'essayer de tendre vers la vérité. Est-ce que aujourd'hui, avec l'ensemble des cas que tu as déjà vus, plaidés, conduits, les dossiers que tu as portés, est-ce que tu penses qu'il y a une recette pour passer de l'ombre à la lumière pour ces femmes-là? Parce que là, on se dit toujours, l'avocat, c'est un peu le compagnon de bataille. Moi, je pense que la VIP fait un travail formidable à Monaco. La VIP, c'est Valérie Campora et son équipe. L'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Et même si quelqu'un écoute ce podcast hors de Monaco, je pense qu'il y a toujours, plus ou moins loin de chez soi, une association spécialisée sur cette question-là. Malheureusement, oui. C'est malheureux, mais en même temps c'est bien, selon l'angle où on se place, pour prendre conseil, parler. Je vois l'immense difficulté que c'est pour une femme qui doit se mettre à parler des choses. Il y a des questionnements qui vont se poser par rapport à que vais-je devenir au niveau financier, que vais-je devenir, que vont devenir mes enfants. Est-ce que je vais avoir la garde? Je vais devoir passer par la roulette russe de l'attribution de la garde d'un enfant, fixation de la résidence habituelle d'un enfant à droite à gauche. Donc toutes ces questions-là, que vont dire aussi dans mon milieu social les gens qui me connaissent comme une personne tout à fait active, sûre de moi, bien dans ma peau, et qui vont se rendre compte qui vont me regarder comme une personne un peu souillée ou faible, qui n'a pas été foutue de gérer une situation comme ça, alors que
par rapport au discours des gens qui, voyant la situation de loin, on pourrait te dire ah mais il y avait qu'à faire comme si, il y a qu'à Faucon, le fameux. Donc, C'est vrai que ça aussi, tu dois l'entendre, toi, en tant qu'avocat, que tu dois entendre les commentaires de la partie adverse qui ont tendance à vouloir dévaloriser, continuer de dévaloriser, parce que quand on est violent avec quelqu'un, on le dévalorise déjà beaucoup. Mais pour se défendre, ils continuent de les dévaloriser, certainement. la plus grosse difficulté à mes yeux de ma pauvre expérience, c'est la victime vis-à-vis d'elle-même. C'est ce moment, j'ai toujours poussé à ce qu'une personne en parle par exemple à ses parents. Ouais. En parle à ses parents. Alors ça pose la question des relations que tu peux entretenir avec tes parents, tu peux, et ainsi de suite, le degré de confiance, l'idée de se retrouver un peu à nu sur une situation qui n'est pas celle dont tu aimerais parler tous les 4 matins. Mais en parler à ses parents, ça peut être bien. Ouais. Ça peut être, enfin moi je le préconise, en parler au service de police, ça peut être bien, sachant que tout le monde aura dans l'entourage une tendance à respecter la parole et de dire, écoute, si je vais t'inciter à parler et à dénoncer les faits, parce que c'est proprement inacceptable, et peut-être que les mettre un peu en lumière, mais celle qui demeurera au cœur de la décision, ce sera toi. C'est toi qui décideras si tu fais ce pas en avant. Je peux venir avec des arguments, je peux venir avec des suggestions, je peux expliquer ce que j'ai pu voir dans ma vie, dans mon expérience, mais à un moment donné, ça sera toi qui devras faire ce pas en avant ou pas. Et parce que ça, c'est ta vie. Ouais. C'est ta vie. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu as gagné ? Je suppose que oui, mais est-ce que tu as, par exemple, un exemple d'une fois où tu as gagné, c'est-à-dire que tu as vu et tu as rendu, moi j'appelle ça une liberté, mais tu as rendu sa vie à une victime. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut. Bien sûr, non, mais on peut gagner. Ces femmes-là, elles peuvent gagner. Il y a la problématique dont on est en train de parler, et puis il y a le fait de refaire sa vie. Ce choix de refaire sa vie indépendamment de violences conjugales, c'est quelque chose qui peut poser des questions dans tous les sens à tout le monde, à tout un chacun. Mais dans ce cas de figure, je n'ai jamais vu une seule personne regretter d'avoir fait ce parcours, d'avoir été reconnue comme victime et d'avoir pu refaire sa vie cette fois-ci heureuse dans ce nouveau chapitre. J'ai jamais vu quelqu'un regretter en me disant c'était mieux avant. Ça, je l'ai jamais vu. La justice est rendue, quoi. La justice est rendue et tout simplement, tout à l'heure, je parlais de la relation de deux personnes qui est au cœur de tout, surtout si elle est pathologique et toxique au dernier degré. Une personne mise dans un autre cas de figure, dans une autre situation, avec une autre personne, ça peut très bien vivre et être heureuse et se dire tiens, la vie, ce n'était pas que l'enfer. On peut vivre de manière plus détendue et sans avoir à souffrir de ce fléau. Eh ben merci Régis, merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie.